Retour sur ce plateau. Bonjour Stéphane Arino-Rosso. Bonjour Carole Olaye, bonjour Moïse Novillon, bonjour téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole Olaye, bonjour Stéphane Arino-Rosso, tout frais ce matin. Je salue également les téléspectateurs et les auditeurs de Diaspora FM. Alors le tout premier sujet à aborder, installation imminente du Sénat des anciens rivaux réunis pour un test de maturité. Des anciens rivaux réunis pour un test de maturité. Ce sera le premier sujet à débattre sur ce plateau. Est-ce que vous partagez la lecture de ses confrères? Stéphane Arino-Rosso. Oui, je peux dire que je partage, on va dire à peu près à 50% cette titraille des confrères du quotidien Le Challenge, je crois. Parce que quand on dit rivaux, il faut bien relativiser. Ceux qu'on indexe en parlant de rivaux n'ont pas toujours été des rivaux, hein, quand on se réfère à l'histoire politique de notre pays, des contingences, des contraintes, peut-être des divergences d'intérêts ont fait que pour une certaine période donnée, ces rivaux-là, enfin, ces acteurs politiques, ces personnalités politiques de notre pays n'ont pas toujours été d'accord sur la manière de conduire les affaires politiques de notre pays. Je veux bien parler de l'ancien président de la République, Patrice Talon, de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président de la République, Thomas Boni Yahi. Donc, ces trois personnages-là, à un moment donné, n'est-ce pas, donc, de l'histoire politique de notre pays, ils n'ont pas toujours partagé les mêmes avis sur des sujets, ils n'ont pas toujours eu les mêmes positions sur des sujets donnés, même si à un moment donné, certaines réalités se sont incrustées dans leur opposition qu'on a déplorée en son temps. On va dire aujourd'hui que le cap de rivaux là, ou de rivalité, si vous voulez, ce cap-là est passé parce que d'une manière ou d'une autre, si c'était des rivaux comme on l'entend ou on devrait l'entendre, je pense qu'ils n'accepteraient pas véritablement siéger au sein de cette institution, même si au demeurant on peut leur objecter que c'est une prérogative constitutionnelle. Maintenant, pour revenir, ça c'est mon appréciation par rapport à la titraille. Maintenant, pour revenir sur le fond, pour revenir sur le fond, je pense que quand on regarde la texture ou la configuration de ce Sénat-là, on a parlé de membres de droit et puis de ceux qui ont été nommés par le président de la République, l'Assemblée nationale après. Mais c'est que quand on regarde la texture, on a les anciens présidents de la République, on a les présidents des institutions et on a des cadres qui sont nommés. Quand on prend les présidents d'institutions, on va dire que ces anciens présidents d'institutions comme Théodore Olo, comme Maître Robert Dossou et un certain nombre qui figurent parmi ce Sénat-là, ces personnalités-là sont quand même d'une expertise et qu'on ne peut pas mettre dans le même palier, par exemple, que les anciens présidents de la République. Quand on prend les anciens présidents de la République, pour avoir occupé le poste de président de la République, ça, je pense que c'est des sièges de prestige. C'est des sièges de prestige. Mais quand on prend des personnages comme Théodore Olo, Robert Dossou, je pense que ce sont des sièges d'expertise. Ce sont des sièges d'expertise. Et puis après les autres, on va dire que c'est mon avis, hein, c'est des sièges d'honneur. C'est des sièges d'honneur. Et donc, quand on prend tout ça là réuni, on va dire que ça fait un cocktail de personnalités qui sont désormais censées d'apporter une plus-value
à la censure démocratique, n'est-ce pas, donc, dans notre pays. Alors, pourquoi aujourd'hui l'installation de cette institution qu'est le Sénat est présentée comme un test de maturité politique? Oui, test de maturité politique, on va dire que pour moi, ça présente de deux aspects. Maturité politique, si on va dire que les institutions qui règlent le fonctionnement démocratique de notre pays, ces institutions-là sont en train d'évoluer. On va, sous ce angle-là, parler de maturité, de maturité démocratique. Après, c'est que les défis qui s'imposent aujourd'hui au Sénat sont des défis éminemment démocratiques parce que c'est une institution, qu'on le veuille ou pas, c'est une institution de régulation des activités politiques et du fonctionnement démocratique dans notre pays. Donc, à partir de ce moment-là, ceux qui siègent doivent prendre, on va dire, de la hauteur, doivent faire montre d'une certaine neutralité pour pouvoir réguler l'activité politique de manière à ce que, in fine, on puisse constater ce que cette institution-là, cette deuxième chambre du Parlement béninois apporte au fonctionnement démocratique de notre pays. Moïse Novillon, je ne sais pas si vous partagez la même lecture que Stéphane Arino-Rosso. Je repose quand même la même question pour vous. Pourquoi aujourd'hui l'installation du Sénat est considérée comme un test de maturité politique? Oui, je ne vais pas pouvoir m'appesantir sur cette dernière interrogation et pouvoir donner véritablement la réponse que vous attendez si je ne remonte pas évidemment dans la même dynamique et la même pédagogie que Stéphane pour voir les rivaux, ce que le contenu, ce que le confrère, voilà, les confrères sont en train de mettre dans les rivaux, voilà, dans les rivaux, d'anciens rivaux surtout. Vous savez, on dit souvent que qui a bu boira, hein, c'est des politiciens qui sont en train de se rassembler en ce moment au sein du Sénat. C'est d'anciens candidats à l'élection présidentielle, c'est d'anciens présidents de la République, c'est d'anciens prétendants au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est d'anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et quand vous êtes à ce niveau-là d'ambition et de rêve, que vous ayez pu les assouvir ou pas, vous êtes quand même des acteurs politiques d'excellence. Et à ces moments-là, vous avez forcément porté ou reçu des coups. Vous vous souvenez très bien, entre un certain Adrien Ngwedi et ne sais pas lui donner ce glou, c'est des expressions qui sont quand même restées. Et quand vous prenez par exemple entre Yahi Boni et Patrice Talon, le pardon peut être une faute. C'est des expressions qui sont arrivées quand même à des moments donnés et qui ont animé d'une manière ou d'une autre le débat. Vous savez très bien, il y a eu des engagements que les uns n'ont pas à un moment donné respectés vis-à-vis des autres et donc qui évidemment restent des sujets qui quand même d'une manière ou d'une autre reviennent ou alors qui alimentent émotionnellement les prises et les postures des uns et des autres. Et donc oui, dans une certaine mesure, c'est quand même d'anciens rivaux comme on est en train de le dire, c'est d'anciens prétendants aux mêmes aspirations, aux mêmes fonctions qui d'une manière ou d'une autre ont concouru, ont pu s'entendre pour atteindre certains objectifs ou alors n'ont pas pu s'entendre et chacun a dû prendre sa route d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et maintenant que les uns et les autres sont appelés à être ensemble au sein d'une institution, Stéphane Arino-Rosso l'a déjà suffisamment présenté, je ne vais pas insister dessus outre mesure, c'est-à-dire une institution appelée quand même à réguler le paysage politique, à permettre à ce que les institutions puissent fonctionner de manière la plus démocratique possible. Oui, il y a lieu de s'interroger sur la capacité pour ces acteurs-là qui, par le passé sur le terrain politique, ont déjà ou bien se sont déjà montrés d'une manière ou d'une autre à un certain moment donné quand même un peu d'hostilité parce que c'est quand même des challenges qu'ils avaient dû affronter les uns et les autres. Et donc, est-ce qu'ils vont avoir de la hauteur d'esprit qu'on attend d'eux? Et Stéphane Arino-Rosso n'a peut-être pas insisté là-dessus, c'est que les membres du Sénat sont appelés également à se départir de l'activité politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu les uns et les autres ont dû démissionner.
de la tête de leur formation politique pour ceux qui étaient à la tête de formation politique, ou alors démissionner de l'intérieur de certaines formations politiques pour ceux qui en étaient simplement membres ou militants, ou alors carrément même démissionner de certaines institutions. Vous voyez un certain Louis Vlavono, par exemple, continuait d'être au Parlement, voilà, qui a été dernièrement obligé de quitter l'Assemblée nationale, haut lieu de politique par excellence, pour rejoindre le Sénat. Donc ça veut dire qu'il prend sa retraite politique. Voilà. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire preuve de maturité, ce qu'on attend d'eux à ce niveau-là, pour ceux qui ont déjà pris le goût, pour ceux qui, politiciens un jour, politiciens toujours, pour ceux qui sont déjà habitués à une certaine façon de faire, est-ce qu'ils vont pouvoir en faire la preuve? On attend d'eux qu'ils puissent en démontrer par la maturité. Mais Stéphane Akinoukosso n'a peut-être pas faire attention à un détail aussi. Les confrères, dans leur titre, ils sont allés plus loin. Entre retour des exilés et intérêts personnels, les sages arriveront, ou alors les sages arrivent avec leurs agendas. C'est-à-dire que chacun arrive avec son agenda. On imagine mal, par exemple, un Boni Yayi arriver sans en arrière-pensée, sans dans l'arrière de sa tête, ou alors sans sur sa table, si on peut le dire ainsi, un lot, une pile de dossiers, notamment par rapport à sa filleule, Rekiat Madougou, par exemple. Quels que soient les motifs et les raisons avancées, vous savez, Boni Yayi n'a jamais entendu cela de cette oreille. C'est-à-dire que l'emprisonnement de quelqu'un comme Rekiat Madougou, candidat que lui et son parti politique, c'est-à-dire le parti politique de Boni Yayi, à un moment donné quand même, ont eu à présenter à l'élection présidentielle et qui se retrouvent par la force des choses en prison. Boni Yayi n'a jamais voulu entendre que c'est pour des raisons purement civiles. Et donc, il a toujours cherché à voir si il pouvait avoir des arrangements au plan politique, si on pouvait dépasser certains clivages pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et donc, oui, Boni Yayi, par exemple, ça ce n'est qu'un exemple, un détail parmi beaucoup d'autres exemples. Donc, les uns et les autres arrivent avec leur agenda. Les uns et les autres arrivent avec des ambitions personnelles, des intérêts personnels. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à se mettre au-dessus de la mêlée, comme on le dit? Quand vous prenez un certain Nicéphore Dieudonné Soglo, on sait très bien, son enfant chéri, l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayon Soglo, se dit en exil quand même depuis un certain nombre d'années. Et depuis d'ailleurs le début du mandat du président Patrice Talon, c'est l'un des tout premiers à partir, à sortir du pays, parce qu'il ne se sentant pas, si on s'en croit bien sûr à plusieurs déclarations dans la presse, dans les médias, que ce soit au plan local ou international, ne se sentant pas en sécurité, se sentant en danger vis-à-vis du pouvoir du président Patrice Talon. Et donc, c'est dans ces mêmes conditions que, par exemple, il a perdu sa maman, il n'a pas pu rentrer au Bénin pour faire le deuil de sa maman. Vous avez vu tout ce qui a entouré cette situation-là. Et donc, oui, il y a des intérêts personnels avec lesquels les uns et les autres sont arrivés. Il y a un certain Adrien Humbedji, par exemple, qui, oui, il a fini par se dire il faut pouvoir peut-être laisser partir certaines choses, mais on n'a jamais senti, par exemple, que Adrien Humbedji ait véritablement voulu que son PRD puisse disparaître et se noyer entièrement dans une autre formation politique. Vous avez vu, il a dû faire le combat jusqu'à se rendre à l'évidence que, évidemment, il ne peut peut-être plus gagner quelque chose avec. Il a dû peut-être se résoudre à se taire. Et donc, il y a quand même de petites situations. Et on attend d'eux qu'ils puissent réussir à se mettre au-dessus de la mêlée. Comme on le dit, on attend d'eux qu'ils puissent réussir à dominer les agendas personnels, les soucis que les uns et les autres, au plan individuel, au plan personnel, ont amené bien sûr au sein de l'institution, et qu'ils puissent évidemment se prévaloir de ce niveau de sagesse-là pour pouvoir diriger et réguler les autres. Donc, on attend qu'ils puissent transcender des querelles d'hier, que les uns qui, à un moment donné, se sont sentis trahis, peut-être même humiliés dans une certaine mesure. Vous vous souvenez de l'épisode de Dantokpa, où deux anciens chefs d'État quand même étaient aux prises carrément avec les forces de l'ordre. Vous voyez, il y a de petites situations quand même qui, pour fouetter l'ego, c'est pas des choses qu'on oublie du jour au lendemain, même si à un moment donné, on sent quand même qu'au nom de la paix, au nom de la sécurité, du vivre ensemble, il faut pouvoir dépasser certaines choses. Vous avez vu, chacun a déjà commencé par avancer ses agendas. Vous avez suivi Théodore Olo, lui il a dit qu'il va au Sénat pour travailler à la paix et à la concorde, à la cohésion sociale. Donc, vous voyez, chacun déjà part avec ses ambitions au plan personnel. On attend évidemment qu'il puisse réussir à se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, le test de maturité est là, effectivement. On va voir si, effectivement, ils ont grandi, s'ils sont capables, comme ils l'espèrent des autres,
qui sont encore dans l'arène politique de se démarquer d'un certain nombre de comportements, de vieilles habitudes et pouvoir donner la leçon et la guidance, servir de guidance pour Moïse, le reste. On vous aura compris, Moïse Novillon, mais je voudrais poser cette question. Dans quelle mesure ces anciens rivaux au plan politique pourraient vraiment collaborer au sein de la même institution? En fait, puisque vous avez parlé des intérêts de chacun. Des intérêts de chacun, oui. La mesure, hormis les prérogatives officielles qui les réunissent. C'est déjà, je pense que ceux qui ont porté cette réforme, ceux qui ont porté l'initiative de la création de ce projet, ils ont quelque peu été un tout petit peu intelligents en s'imaginant que si ces acteurs-là, on les sort du terrain politique, ils vont pouvoir... Je ne vais pas pouvoir le dire ainsi parce que c'est comme si ça diminue un tout petit peu, mais c'est quand même ce qu'il faut dire. C'est comme une sorte de lieu de retraite en réalité pour des acteurs politiques qui sont habitués à faire la politique et qui avaient du mal à se démarquer, à se départir à prendre leur retraite, à quitter l'arène. Et donc, le fait de trouver quelque part où on peut les retirer, si c'était dans l'administration conventionnelle, on allait parler de garage, comme ils ont l'habitude de le dire et de le faire pour les fonctionnaires, certains cadres, quand ils arrivent à un certain niveau et qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'il faut faire d'eux, carrément on les met à des responsabilités où ils ne servent plus véritablement, donc ils appellent ça garage, c'est une sorte de garage. Sauf qu'ici, ils ne sont quand même pas désœuvrés. Ce qu'il faut faire existe. Ils veulent servir de repère, ils vont servir de boussole, ils vont servir de guidance pour les autres institutions, mais également pour les acteurs politiques. Et je pense que l'objectif ici, c'est qu'il y a eu des vieilles habitudes qui n'ont pas aidé le pays pendant longtemps. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que si on continuait comme cela ne va pas nous permettre de pouvoir nous en sortir, et surtout par rapport aux défis qui se présentent en ce moment et les défis qui vont venir. Et à un moment donné, il faut dire, étant donné que ce sont des acteurs qui étaient déjà moulés dans une certaine façon de faire, si on ne trouve pas le moyen de les soustraire de l'environnement et permettre à ce qu'une nouvelle génération puisse émerger avec de nouvelles habitudes, ça ne va pas pouvoir aller, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Et donc c'est la raison pour laquelle on essaye de les absorber tel qu'on est en train de l'observer là, pour qu'ils puissent servir à d'autres causes. Conseil de sages, donc qu'ils puissent servir de guidance comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Et donc je m'attends à ce qu'évidemment ils puissent en faire le témoignage, qu'ils puissent réussir à collaborer. Et on ne peut pas rentrer dans leur état, dans leur tête, pour savoir chacun, on a dû présenter les faits, les réalités du passé qui ont alimenté, qui ont jalonné le paysage politique et qu'on a qualifié de querelle politique dans la titraille de nos confrères ici ce matin. Et donc, on les a parcourus pour voir. Évidemment, il y a des faits dans l'histoire, il y a des traces qui montrent que, évidemment, c'est des rivaux. Ils ont été des rivaux à un moment donné en fonction de certains enjeux. Mais que cette fois-ci, on s'attend à ce que dans les nouvelles attributions qui sont les leurs, dans les nouvelles responsabilités qu'on est en train de leur confier, on s'attend à ce qu'ils puissent se démarquer entièrement. Et d'ailleurs, c'est des personnes qui ont quand même pour la majorité atteint un certain nombre d'âge. On s'attend en fait qu'ils puissent réussir et parvenir à se mettre réellement et résolument au-dessus de la mêlée. Et c'est là par exemple que quand vous voyez un profil comme Paul Humpé, que les gens peinent à comprendre sa présence, parce que ça continue de faire débat dans l'opinion. J'ai lu sur les réseaux sociaux au cours du week-end, les uns les autres, ils vont de leurs commentaires. Ils n'ont pas pu voir l'apport et l'importance de Paul Humpé et de la FCBE dans le paysage politique béninois pour maintenir et sécuriser les dernières réformes politiques, à partir de 2019 en l'occurrence. Ceux qui sont attentifs et qui ont observé le déroulement des faits, ils doivent se rendre compte du rôle très important, importantissime s'il faut le dire ainsi, que Paul Humpé et FCBE ont eu à jouer pour que les réformes puissent être pérennisées, pour qu'on ne puisse pas se retrouver dos au mur, face à une situation où on ne peut plus progresser, où on va devoir être obligé de retourner dans les mêmes travers du passé. Et donc, tous ceux qui sont là, en réalité, tous ceux qui sont au sein du Sénat actuellement, que ce soit les membres de droit ou les membres d'honneur, si vous regardez les profils individuellement pris, c'est des gens qui ont réellement le vécu
qui puisse leur permettre de se mettre au-dessus d'un certain nombre de considérations parce qu'ils ont déjà sacrifié beaucoup de choses sur la ligne. Nussepa Soglo a sacrifié la renaissance du Bénin. Vous savez très bien ce que ce parti-là représentait pour lui, pour son épouse et pour sa famille à un moment donné dans l'histoire de notre pays. Boni Aïe a sacrifié FCBE et les démocrates. Les démocrates aujourd'hui. Avec sa filleule qui est en prison et d'autres militants qui se réclament également de lui, ou alors qui sont sous la couverture de son leadership et qui se retrouvent dans diverses situations. Quand vous prenez les Valentin Dinoté qui sont en exil, etc., vous voyez des situations individuelles. Quand vous prenez Adrien Mbedji, je le rappelais encore tout à l'heure, son PRD, quand vous prenez Bruno Amoussou, il a été débarqué de la tête de l'Union progressiste, par exemple, en à peine quelques heures ou sinon 24 heures. On n'a pas vu ça venir. Vous voyez, pour le vécu, le parcours de ce personnage dans notre pays, pour tout ce que le renard de Diakou Tomé il représente, vous voyez, quelque peu, son orgueil pouvait se retrouver quelque peu blessé. Chacun a dû laisser quelque chose pour en arriver là. Et donc, en temps normal, ils ont gagné en maturité, même si c'était déjà des sages. Même si c'était déjà des personnes d'un certain niveau quand même, ils ont encore gagné en maturité à travers les derniers sacrifices que les uns et les autres ont dû concéder. Même Patrice Talon, il a carrément fait le sale boulot pour que son successeur puisse être en train de rouler comme il est en train de rouler en tranquillité là en ce moment. Et on peut voir encore, c'est des gains qu'on va générer, on va pouvoir gagner sur plusieurs générations, je l'espère bien. Il a carrément décidé de ne pas cueillir les lauriers tout de suite, d'être mal compris, d'être mal perçu, de ne carrément pas se voir célébrer comme ses prédécesseurs ont eu à le faire avec les bains de foule pratiquement tout le temps. Et donc, chacun d'eux a concédé à un certain niveau des sacrifices. Et donc, on s'attend à ce que cette fois-ci, maintenant qu'ils sont rassemblés au sein d'une institution apolitique, qu'ils puissent réellement continuer par maintenir cette, je peux le dire ici, cette hauteur d'esprit pour pouvoir guider la jeune génération. La jeune génération. Alors, Stéphane Arinrossou, quels sont selon vous les défis qui pourront compromettre le bon fonctionnement du Sénat après son installation? Avant d'en venir aux défis, je voudrais quand même relever deux éléments qui me paraissent importants. On va éviter de faire une confusion. C'est vrai, je suis d'accord sur le fait que chacun des membres, en l'occurrence les ténors, les anciens présidents de la République, qui ont été aux affaires et qui, pour une raison ou une autre, ont été opposés sur la manière de gérer le pays ou la manière de conduire certaines affaires. Chacun y va avec son intérêt, comme Moïse l'a dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que ça pose un problème si on était sur le terrain scientifique, on parlait de problèmes épistémologiques, de savoir si ça pose le problème de la neutralité ou de l'objectivité. Est-ce que les membres qui sont désignés peuvent être suffisamment subjectifs, peuvent se mettre au-dessus de leurs émotions, de tout leur passé ou de tout leur passif, si on peut le dire ainsi, pour faire le travail pour lequel ils ont été appelés. Parce que le Sénat, en tant que tel, a un agenda bien précis, a une mission bien précise. Les prérogatives sont connues. Et donc, à partir de ce moment-là, si certains acteurs ont été obligés de démissionner de leur parti pour siéger, c'est déjà sous-entendu qu'ils sont conscients qu'ils ne portent plus le passif de leur passé, de leur parti. C'est-à-dire qu'ils y viennent en tant que personnalité totalement neutre. Si on devrait s'en tenir à l'esprit de la chose, ils y viennent de façon très neutre. C'est pourquoi... Mais Stéphane Arinrossou, oui. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces personnalités vont se retrouver au sein de cette institution sans aborder les sujets... c'est pourquoi je dis... cités tout à l'heure par Moïse Novillon. C'est pourquoi je dis que le Sénat a un agenda qui est connu. Lorsque ces personnalités vont se retrouver, ils auront forcément un calendrier à dérouler. Il y aura des questions qui seront débattues. Il y aura des sujets qui seront mis sur la table. Ces sujets qui seront mis sur la table seront débattus forcément par chacun. Chacun y vient avec son argument, avec ses idées.
Et la question que moi je pose ici, c'est une question, on va dire purement scientifique, de savoir si ces personnalités qui sont désignées là, au moment où ces sujets seront mis sur la table, ces sujets seront débattus, est-ce qu'ils débattront de ce sujet en regardant dans le rétroviseur, en tenant compte de ce qu'ils auraient pu prétendument sacrifier dans le passé, ou est-ce qu'ils vont débattre de ces sujets en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation? C'est la question. Donc ça là, ça va dépendre de comment chacun va s'y prendre. Ça là, ça va dépendre. Selon vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que c'est possible de se départir de ce qui s'était passé? Je pense que... Parce qu'on le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais là, c'est vrai. Est-ce qu'ils pourront arriver à se départir complètement Je prends l'exemple que Moïse a évoqué tout à l'heure, l'exemple de l'ancien président de la République, Thomas Boubouni Yahi, qui vient parce qu'il aurait souhaité que, on va dire que ses anciens collaborateurs, ses anciens amis qui ne sont plus dans le pays aujourd'hui, malheureusement pour eux, Komi Koutié, ceux qui sont en prison aujourd'hui, que ceux-là, ça dit que il vient avec cette préoccupation, et c'est cette préoccupation-là qu'il met sur la table pour dire débattons-en. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on prend quelqu'un comme, quand on prend l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, qui, sur le plan affectif, a son enfant qui est en exil depuis des années. Mais il ne vient pas au Sénat parce que, bon, il vient et il dit, bon, ok, mon enfant qui est en exil là, qu'est-ce qu'on en fait? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a des prérogatives pour le Sénat. Il y a ce que le Sénat doit faire. Maintenant, dans les échanges, si dans le calendrier, dans le déroulé, dans les sujets dont le Sénat doit débattre, ces sujets-là viennent sur la table, chacun d'eux évoque les raisons pour lesquelles. Mais in fine, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas ceux-là qui vont délibérer. Je pense que c'est le collectif qui décidera de ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, je dis que dans le fond, en réalité, ces personnalités-là, s'ils doivent faire le travail pour lequel ils ont été désignés pour siéger, ils ont été appelés par la Constitution, donc par la République pour siéger, ils doivent se départir complètement de leur passif. S'ils ne se départissent pas de leur passif, ce que nous sommes en train d'évoquer ici, en parlant de rivalité, ça va se transposer encore dans les activités qui vont se mener à l'intérieur du Sénat. Et donc, ça va hypothéquer la question de maturité démocratique dont nous sommes en train de parler. Parce que ces rivalités dont on a parlé là, on sait à quoi ça a conduit ces gens-là. Donc aujourd'hui, ce qui est dévolu au Sénat, c'est de travailler à ce qu'on ait un équilibre institutionnel, de travailler à ce qu'on ait un équilibre sur le plan démocratique et sur le plan politique. À partir de ce moment-là, Moïse a parlé de sacrifice, je suis d'accord. Mais quand vous avez sacrifié, vous passez à une autre chose, quand vous siégez dans une institution comme le Sénat. Donc, moi, je pense que la neutralité doit être de mise s'ils veulent véritablement faire le travail pour lequel on les a appelés. Après, ces questions, ce n'est pas parce que ça touche Boni Yahi que le Sénat va en parler. Ce n'est pas parce que ça touche Nicéphore Soglo que le Sénat va en parler. C'est parce que ça touche la République. C'est parce que ça biaise l'équilibre de la paix que le Sénat est obligé de s'auto-saisir de ce dossier pour en débattre. Donc, les personnalités qui ont été d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan émotionnel ou sur le plan politique, touchées par ces sujets-là, vont certainement évoquer des sujets, mais ce n'est pas pour ça qu'on les a appelés à siéger au sein du Sénat. Parce que s'ils y viennent ainsi, ça va biaiser le débat et les mêmes rivalités qu'on a regrettées par le passé, ces mêmes rivalités-là vont pouvoir, vont encore ressurgir. Donc, pour en venir à votre question, quels sont les défis qu'il faut pouvoir relever? Je pense que le premier défi aujourd'hui pour que le Sénat là puisse fonctionner normalement, je pense que c'est le défi de la neutralité. Il ne faudrait pas que ceux qui sont désignés là, ils y viennent qu'ils puissent concilier avec leur bagage, avec tout leur passif, comme l'évoquait tout à l'heure Moïse. Parce que s'ils y viennent comme ça, on assistera encore à la même rivalité. Les tensions seront houleuses. C'est pour cela, par exemple, que moi j'estime que
même pour la question de la présidence du Sénat, je n'ai rien contre que l'ancien président de la République, Patrice Talon, soit élu. Je n'ai rien contre ça. Vous n'en avez pas la force d'ailleurs. Mais j'estime que sa présence, enfin, à la tête de cette institution, peut biaiser un peu les choses. C'est mon avis. Je pense que des personnalités de la trempe qui ont une certaine, comme je l'ai catégorisé tout à l'heure, des personnalités comme Théodore Olo, comme Maître Robert Dossou et autres là, peuvent être portés à la tête de cette institution. Pour moi, compte tenu de leur expertise, les autres peuvent être comme des sages qui pourront, à l'intérieur du Sénat, apporter leur point de vue, leur éclairage, leur expérience en tant que quelqu'un qui a déjà gouverné ce pays. Mais pour diriger le Sénat là, pour toutes les questions de rivalité ou de sensibilité ou de subjectivité qu'on peut évoquer ou qui peuvent être susceptibles de ressurgir, ou on peut même parler de résurgence des vieux démons, n'est-ce pas? Il faut pouvoir que ces anciens présidents-là ne postulent pas au poste de président du Sénat. Il faut qu'ils soient à l'intérieur et que des personnalités comme neutres comme Théodore Olo, qui ont une expertise en la matière, comme Robert Dossou, qui ont une expertise en la matière, puissent venir gérer ce Sénat-là. C'est mon avis, puisque vous avez l'habitude. Voilà, en tant qu'analyste, c'est mon avis. Même si je n'ai pas une force de décision comme Moïse me l'a fait. Et une force d'influence surtout. Voilà. Mais surtout, moi je voulais savoir. Oui, mais le Sénat, c'est la première fois qu'on est en train d'expérimenter notre Sénat sous cette forme, bien sûr, telle qu'on l'a imaginé, telle qu'on l'a conçu. J'appelle ça le Sénat à la sauce béninoise. Mais Théodore Olo, Robert Dossou et autres, ils n'ont jamais dirigé une institution comme cela, à mon avis. Quand Stéphane dit par exemple qu'ils ont de l'expertise en la matière, Théodore Olo... Ils ont dirigé d'autres institutions. Oui, ils ont dirigé la Cour constitutionnelle. Bon, peut-être... Qui ont joué un grand rôle dans le renforcement de la démocratie. Bon, peut-être la Cour constitutionnelle a arbitré, peut-être, bien sûr, des querelles politiques, et si ils voient de l'expertise en cette matière, suivant cette expérience-là, oui, bon, je concède. Sinon, c'est la première fois qu'on est en train de vouloir faire l'expérience du Sénat. Et donc, je pense que tous ceux qui sont membres, ou alors tous ceux qui sont cités pour en être membres maintenant, sont en train d'aller chercher l'expertise pour la première fois au sein de l'institution. Mais évidemment, je comprends les inquiétudes, bien sûr, et je partage aussi sa lecture. C'est-à-dire que oui, en raison des charges et des responsabilités qui ont été celles des anciens présidents de République, oui, par exemple, voilà. Ils ont tellement été aux prises avec les questions d'intérêt, puisque c'est d'ailleurs eux les vrais arbitres au-dessus de la mêlée en termes de gestion des querelles politiques, etc. Ils supposent évidemment qu'ils en ont tellement géré et qu'il y en a tellement après eux qu'il aurait été intéressant que d'autres figures qui ont été à des responsabilités beaucoup plus de régulation, et il fait bien de citer ceux qui ont dirigé les cours constitutionnelles, la Cour constitutionnelle, notamment Robert Dossou, Maître Robert Dossou et le professeur Théodore Olo. C'est des références, c'est des illustrations qui ne sont pas des moindres. Et je n'ai pas de force en cette matière, donc je n'ai pas de recommandations ni de consignes à donner. Je m'attends quand même à ce que le Sénat puisse réussir son pari, à ce que le Sénat puisse réussir son objectif. Qui que ce soit, hein. J'ai déjà vu des gens citer un certain Louis Vlavonou, j'ai vu ça, je pense à la une d'un journal ce matin, un certain Louis Vlavonou comme président du Sénat. Je pense que tous les acteurs, là, les 25 qu'on nous a cités, là, que ce soit les membres de droit et les membres d'honneur, etc., c'est des personnalités du pays. C'est des citoyens du pays, on les a vus à l'œuvre à divers niveaux de responsabilité ici. On sait de quoi chacun d'eux est capable et ce n'est pas la présidence véritablement qui fera le travail. C'est la capacité pour l'ensemble constitué de ce collège-là de réussir à se mettre au-dessus de la mêlée. Et il fait bien que les gens ne viennent pas avec les charges et les agendas personnels, même s'il ne peut en être autrement. Parce que l'institution par excellence, au-dessus de tout ce qu'on dit deuxième chambre, bien, chambre haute de l'Assemblée, etc., nous, Béninois, nous savons très bien. L'institution par excellence, c'est pour gérer les querelles politiques du passé et permettre à ce que cette génération-là, qui a continué ou alors qui continue d'avoir quelques dissensions à régler entre elles,
puisse ne pas, ne pas entacher, voilà, ou alors ne pas perturber la génération montante et future avec leurs desiderata, et donc qu'ils puissent partir en douceur. Vous voyez, on les a donnés jusqu'à 85, 80, 90, 95, non? Pour certains. Donc, ça dit que, quelle que soit leur longévité, qu'ils puissent avoir quelque part où ils vont se reposer, réguler et ne pas devoir être obligés de revenir dans l'arène. Parce que vous avez vu, il y a quand même des spectacles. J'ai rappelé le spectacle de Dantokpa tout à l'heure. Vous voyez, des gens, des personnalités de ce niveau-là, des gens qui ont dirigé le pays, se retrouver dans certaines postures. Ce n'est pas agréable à voir. Donc, il vaut mieux les sortir de ce terrain-là, de cet environnement-là, et que s'il y a des dissensions entre eux à régler, qu'ils puissent trouver un terrain, qu'on le veuille ou non, hein, à partir du moment où il subsiste encore 1, 2, 3 Béninois qui continuent de dire « nous sommes en exil », à partir du moment où il continue de subsister 1, 2, 3 Béninois qui continuent de dire « nous sommes emprisonnés pour des motifs politiques », il y a un problème. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Les figures qui sont en prison, même si c'est les hommes politiques qui sont en prison, pour diverses raisons, pour des raisons qui n'ont peut-être pas de liaison directement avec la politique, mais qui sont quand même en prison, c'est des gens qui ont eu des acquaintances avec pratiquement tous ceux qui sont dans le collège des sénateurs là en ce moment. Et pour une ou une autre raison, vous allez voir, ces sujets-là vont toujours revenir. La dynamique qu'on vient d'amorcer là, qu'on est en train d'amorcer là, la dynamique d'ensemble, incarnée par la figure du président Oromia Douadaï, l'homme de paix. Vous avez vu, il est venu, l'homme de grâce en plus, il est venu avec pratiquement son aura qui a pu déteindre sur tout le monde dans un climat de sérénité, de tranquillité pour tous. Je pense qu'il serait très intéressant de lever tout ce qu'il y a encore, qui subsiste encore comme flou autour de certaines situations, de certains enjeux. Vous voyez, notre confrère Hugues Komlan Sosoukwe, il vient de passer 1 an dans des situations, on ne sait même pas quel est son sort, vous voyez, dans des situations confuses toujours jusque-là. Est-ce qu'il arrive à voir sa famille? Est-ce que sa famille, est-ce que son avocat continue de lui parler? Les uns et les autres sont dans les tiraillements, des débats qu'on ne peut pas voir. Alors, c'est quand même des sujets, c'est des enfants de la République. On a besoin d'assainir un certain nombre de débats. Et le Sénat est venu pour ça, c'est-à-dire régler certaines situations qui dépassent le simple cadre du judiciaire ordinaire. C'est très intéressant, c'est très important. Et donc, je ne m'attends pas à ce que le Sénat puisse siéger et ne pas se pencher sur certaines questions, dont la question des exilés, par exemple, de ceux qui continuent de se dire en exil. Je n'avais pas fini tout à l'heure mon intervention. Vous étiez sûr? Oui, je n'avais pas fini quand Moïse... mais en fait, ce que je voulais dire, au-delà de la question de la neutralité, il y a également la question de l'objectivité. Je l'ai évoqué dans mon intervention tout à l'heure. Et cela me paraît important parce que on a évoqué ici la question de, comment vous appelez, de maturité. Aussi longtemps que cette personnalité qu'on a pu réunir au sein de ce Sénat-là, ne vont pas se départir de façon très objective de leur passif ou de leur passé. Je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets, on assistera à la même dynamique. Et je ne crois pas que ce soit dans cette intention-là que le Sénat soit institutionnalisé. Ce pourquoi le Sénat est institutionnalisé, Moïse le disait tout à l'heure, mais je voudrais surtout insister sur le fait que c'est de pouvoir ramener la paix. Ramener la paix? Ramener la paix, pas parce que... Renforcer la paix, vous voulez dire? Oui, renforcer, si vous voulez. Renforcer. Parce que la paix n'était pas absente. Renforcer, si vous voulez. Mais ce n'est pas l'absence de violence, il n'y a rien eu. L'absence de tension ne signifie pas forcément présence de paix. Parce qu'il peut y avoir une façade de paix alors qu'à l'intérieur, il y a des remous qui ne sont pas, des frustrations qui ne sont pas exprimées. Donc, il y a des paix de façade. Mais, donc, je veux dire que en réalité, donc, renforcer la paix. Il faut renforcer la paix. La démocratie. Il faut renforcer l'équilibre démocratique parce que la gouvernance passée, forcément, a traîné des séquelles politiques. Et je pense que c'est pour penser
ces séquelles politiques-là, que le Sénat est là pour que les questions d'ordre politique qui ont frustré les uns et les autres soient réglées. Mais cela, comme je le disais tout à l'heure, ça ne dépend pas des individualités. Ça ne dépend pas des individualités qui composent, n'est-ce pas, donc ce Sénat-là. Ça dépend plutôt de l'intérêt de la patrie. Parce que si ça ne dépendait que d'un individu... En parlant de l'intérêt de la patrie, quel rôle la société civile ou encore les citoyens doivent jouer? Non, mais je pense que en matière de rôle, c'est la loi qui définit les rôles que chaque institution, n'est-ce pas, donc doit... Qu'est-ce que les sociétés civiles ou les citoyens doivent jouer pour pouvoir suivre les actions, les prérogatives assignées à cette institution? Bah, si vous voulez... Puisqu'on parle de liberté, on parle de renforcement de la démocratie, on parle de la paix, il n'y a pas ces mots sans le peuple béninois, au fait. Parce que les bénéficiaires, in fine, ce sont les Béninois. Ce qu'il faut dire par rapport à votre question, à votre préoccupation. C'est la dernière d'ailleurs, par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour la société civile, c'est la veille citoyenne. C'est la veille citoyenne, que la société civile ne soit pas muette. Parce que la société civile n'est pas l'armée pour qu'on parle de grandes muettes. Mais on a constaté ces derniers moments-là que la société civile est devenue plus ou moins muette. Donc il faut pouvoir que la société civile puisse rester dans son couloir et faire son travail de veille citoyenne et de pouvoir dénoncer ce qui ne va pas. Parce que tant qu'il n'y aura pas de veille citoyenne, tant qu'il n'y aura pas de dénonciation ou de possibilité pour les citoyens de dire non, ça là, nous ne sommes pas d'accord, je pense que voilà, critiquer, les institutions ne peuvent pas sereinement jouer leur rôle. Parce que c'est dans les critiques, dans les dénonciations, que les autres institutions peuvent s'auto-saisir d'un certain nombre, n'est-ce pas, donc, de dossiers. Et tout ça là participe également du jeu démocratique et de l'équilibre, on va dire, démocratique. Moïse Novillon, sur le sujet, la dernière question, quel rôle doit jouer la société civile, par exemple, ou encore même les Béninois, les citoyens béninois, pour le suivi, un bon suivi des différentes activités de l'institution? Oui, c'est que les Béninois ont dans leur majorité, puisque c'est d'ailleurs la société civile, vous l'avez dit, c'est d'abord tous les Béninois d'abord réunis, avant qu'on ait peut-être des représentations au sein d'associations ou d'organisations. Donc, je pense que les Béninois doivent continuer par maintenir leur vigilance de tous les instants, de tous les moments. Vous savez, les Béninois ont toujours été présents vis-à-vis de leurs institutions, vis-à-vis de leurs dirigeants également. Ils ont toujours été quelque peu exigeants quand même. Et même si à un moment donné, cela a semblé s'étioler, et je pense que la nouvelle dynamique, si vous voyez, bien sûr, avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., les uns et les autres, il y en a même qui donnent leur avis en Fongbé. J'ai déjà suivi cela, des dames, carrément, celles qu'on catégorise comme mères au foyer et qu'on n'avait pas souvent l'habitude d'espérer dans le débat public. Elles donnent de la voix sur les réseaux comme TikTok aujourd'hui, en Fongbé ou encore en d'autres langues. Et donc, directement sur ce qu'elles pensent d'une certaine manière de faire, d'un certain nombre de dirigeants ou bien de gouvernants. Et donc, il faut que les Béninois puissent continuer par maintenir la veille. Après les dirigeants, quand vous êtes à un certain nombre de responsabilités, vous n'avez pas forcément l'œil sur tout et vous n'avez pas également tous les retours possibles. Et donc, les Béninois vont continuer, on attend d'eux qu'ils puissent continuer par donner de la voix là où il y a lieu de donner de la voix, par également attirer l'attention sur les limites ou alors peut-être quelques lacunes qu'on aurait peut-être à un moment donné perçu à partir dans le fonctionnement et le déroulé de l'agenda de nouvelles institutions. Alors, nous allons quand même en parler en quelques minutes seulement, puisque nous étions en train de l'aborder depuis la semaine écoulée. Nous allons nous intéresser à présent à la Sénat. Oui, on vient de parler du Sénat. Cette fois-ci, nous allons parler de la Sénat qui est provisoirement supprimée. On se demande si c'est une avancée ou
un recul. Alors Stéphane Akinourosou, cette réforme est-elle conforme à la Constitution et aux principes démocratiques? C'est la première question. Avant de parler du recul ou de l'avancée à travers cette action des parlementaires. Bon, je pense que l'initiative vient des députés. Oui, des députés au L'initiative Parlement. Oui. vient des députés et donc forcément, cela ne peut être, je présume, cela ne peut être que conforme à la réglementation en vigueur. Mais quand on voit les motifs, on a évoqué que en fait, ce qui a surtout joué dans la suppression de la Sénat, c'est que on est dans un régime aujourd'hui de septennat. Que ce soit les élections présidentielles et tout, c'est un septennat. Donc, septennat, ça veut dire que la Sénat va rester sans organiser des élections pour 7 ans. En attendant, la structure va continuer par consommer un budget. Est-ce qu'il faut continuer dans cette dynamique-là? Est-ce que ce ne serait pas une structure budgétivore? Première interrogation. Deuxième interrogation, c'est que le mandat de ceux qui siègent actuellement vient à expiration, donc ils doivent pouvoir quitter. Alors, s'ils quittent, est-ce qu'il faut renouveler et mettre les ressources de l'État à disposition alors que la structure ne va pas fonctionner? Donc voilà un peu les motifs qui ont amené les députés à dire si c'est ça, on met la structure en veilleuse, la structure en veilleuse en attendant de voir quelle réforme mettre en place. Maintenant, puisque ça ne change pas le fonctionnement des institutions, le fonctionnement des structures étatiques, je pense que pour moi, ça ne pose pas fondamentalement problème. Ça ne fait que des économies à l'État. Quand moi j'ai appris la nouvelle, le seul aspect qui a éveillé mon attention, c'est l'aspect, on va dire, social. Si on supprime ceux qui sont engagés ou employés dans cette structure-là, qu'est-ce va être leur sort? Mais puisque les députés nous ont rassuré qu'ils seront mis à disposition de la fonction publique qui forcément va les redéployer dans d'autres structures. Tous ne sont pas agents permanents. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, si tous ne sont pas agents de l'État, s'il y a des agents qui ont des contrats particuliers avec la Sénat, alors là, ceux-là, quel va être leur sort? Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il faut pouvoir s'interroger et trouver des réponses. Sinon, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense que les députés sont en train de faire de la régulation institutionnelle pour stabiliser les institutions afin de permettre un bon fonctionnement, une meilleure fluidité et une bonne gestion, surtout des ressources, on va dire, de l'État. Moïse Novillon, très rapidement sur la question. Oui, il n'y a pas véritablement de débat, ce n'est pas d'un recul qu'il s'agit, au contraire, et bien au contraire, il s'agit d'une rationalisation. Et je pense que Stéphane, il le disait tout à l'heure suffisamment bien, en fait, l'institution est arrivée à son terme, en fait, le mandat actuel de l'institution est arrivé à son terme. Et cela culmine avec je vais dire, une nouvelle réforme majeure quand même. Vous voyez, il y a des dispositions de la Constitution, par exemple, qui n'avaient pas été prises en compte au moment. La Constitution adoptée en novembre 2025, donc qui n'avait pas été en considération au moment où ceux qui sont en train d'arriver en fin de mandat maintenant sont en train d'aller en fin de mandat, ou même au moment où le code électoral, le dernier code électoral était en train d'être adopté. Donc il y a eu des réformes majeures, il y a même de nouvelles institutions qui sont en train d'apparaître. Il y a eu de nouveau, on faisait le débat la dernière fois. Et donc il est de bon ton qu'on puisse observer une pause. C'est dans 7 ans
que nous avons encore des élections à venir. Et la Sénat, la responsabilité ou alors le rôle de la Sénat, c'est de s'occuper des élections. Et donc, il n'y a pas d'enjeux électoraux majeurs en vue pour qu'on puisse conserver, par exemple, le personnel, les salariés dans les mêmes attributions, dans les mêmes responsabilités. Je pense que pour moi, c'est tout à fait, c'est carrément républicain, c'est patriotique même à la limite. C'est bien de pouvoir penser à mettre une pause pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on ramène. Et je vous le disais, il y a d'autres structures aujourd'hui qui sont carrément dans certaines responsabilités qui rejoignent pratiquement ce que la Sénat fait. Le vrai travail de la Sénat, c'était déjà de réussir à doter le pays de fichiers, par exemple, électoral, et ensuite, bien sûr, d'organiser dans la pratique. Aujourd'hui, la NIP gère carrément le volet fichier électoral. Donc, la Sénat ne s'occupe que du volet pratique, de l'organisation pratique des scrutins. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être revoir dans quelle mesure réformer l'institution, réformer la machine pour que cela puisse prendre une nouvelle couleur, de nouvelles orientations, avec peut-être de nouvelles figures aussi, parce que le président actuel, Saka Lafia, il est déjà au sein de l'autre Sénat. Et donc, vous voyez, c'est d'autres personnes qui vont venir. D'autres fonctionnements, il n'y a pas... Avancer ou recul? Non, c'est avancer. C'est avancer. Avancer ou recul? Avancer. Avancer.